Ma sœur et moi avons été diplômés de l'université ensemble, mais mes parents n'ont payé que les frais de scolarité de ma sœur. Elle le méritait, mais pas toi. Mes parents sont venus à notre cérémonie de remise des diplômes, mais leurs visages ont pâli lorsque. Au premier rang, mes parents semblaient si fiers. Ils étaient radieux, prêts à voir leurs 2 filles recevoir leur diplôme. Ma sœur jumelle, Léa, était à côté de moi, ajustant sa toque. Mes parents avaient tout payé pour elle, jusqu'au dernier centime. Quand je n'avais rien, quand j'enchaînais 3 boulots et qu'il me manquait 1500 €, ils m'avaient dit de me débrouiller. Les mots exacts de ma mère, Léa le méritait. Pas toi. Ils pensaient être ici pour une simple cérémonie. Ils pensaient juste regarder leur fille obtenir un morceau de papier. Ils n'avaient aucune idée que j'allais être la première à être appelée sur scène. Ils ne savaient pas que le doyen était sur le point de raconter à tout l'amphithéâtre ma véritable histoire. L'histoire d'une étudiante qui a réussi sans aucun soutien familial. Je les regardais chuchoter et se sourire. Ils n'avaient aucune idée que leur petite trahison silencieuse était sur le point d'être révélée au grand jour. J'étais juste assise là, à attendre. Leur visage allait bientôt blêmir. De l'extérieur, nous ressemblions au genre de famille que les gens envient. Nous vivions dans une jolie maison dans une rue proprette. Elle avait une clôture blanche et une grande pelouse verdoyante que mon père, Thomas, tondait tous les samedis. Ma mère, Karine, plantait des fleurs rouges près de la boîte aux lettres. Chaque année, nous faisions une photo de famille pour la carte de Noël. Sur ces photos, nous portions tous des pulls assortis. Mes parents souriaient. Ma sœur Léa et moi sourions aussi. Nous avions l'air parfait. Mais si vous regardiez de près, de très près, vous pouviez le voir. C'était dans les petites choses. Quand nous nous asseyions sur le canapé pour regarder la télé, la main de ma mère se posait toujours sur l'épaule de Léa. Elle se posait là, comme un papillon. Elle ne se posait jamais sur la mienne. Quand mon père rentrait du travail, ses yeux s'adoucissaient quand Léa courait pour le serrer dans ses bras. Il la soulevait. Quand je venais pour l'embrasser, sa main me tapotait la tête. Juste une petite tape rapide. « Bonjour, Chloé », disait-il. Sa voix était gentille, mais fatiguée. Pour Léa, elle n'était jamais fatiguée. Nous étions jumelles. Léa et moi sommes nés à 4 minutes d'intervalle. J'étais l'aîné. 4 minutes de plus, mais d'une manière ou d'une autre, ces 4 minutes se sont transformées en une vie de distance. C'était comme si nous étions nés dans la même maison, mais que nous avions grandi dans des familles différentes. Léa était la délicate. J'étais la forte. Ce n'était pas un choix. C'était un rôle qu'on m'avait assigné. Je me souviens, quand j'avais 6 ans, je grimpais au grand chêne dans notre jardin. J'ai grimpé trop haut et une branche a cédé. Je suis tombé. J'ai heurté le sol durement et mon genou était ouvert. Il y avait du sang partout. C'était effrayant. J'ai pleuré et je suis rentré en boitant, tenant mon genou, laissant une petite traînée de gouttes rouges sur le sol de la cuisine. Ma mère était à l'évier. Elle s'est retournée. « Oh, Chloé, regarde-moi ce bazar. » Elle a attrapé un essuie-tout et l'a pressé dans ma main. « Va dans la salle de bain. Nettoie-toi. »« Ça fait mal, maman », ai-je pleuré. L'essuie-tout était déjà trempé. « Je sais que ça fait mal », dit-elle. Sa voix n'était pas méchante, mais elle était plate. « Tu es forte, Chloé. Ça va aller. Vas-y, » je suis allé seul à la salle de bain. Je me suis assise sur le bord de la baignoire et j'ai lavé mon genou avec du savon. L'eau piquait si fort que je me suis mordu la lèvre pour ne pas crier. J'ai trouvé les pansements dans l'armoire et j'en ai collé 3 sur la coupure. Je l'ai fait moi-même. J'étais forte. Je devais l'être. 2 semaines plus tard, Léa était assise sur le porche. Elle avait un rhume. Elle a juste reniflé. Un unique et minuscule reniflement. Ma mère l'a entendu depuis la cuisine. Elle a laissé tomber ce qu'elle faisait. Elle est sortie en courant avec une couverture, une poche de glace pour sa tête et un verre de jus d'orange. Elle s'est assise à côté de Léa et a enroulé la couverture autour de ses épaules. « Oh, mon pauvre bébé », a roucoulé maman en lui caressant les cheveux. « Ça va ? Tu as besoin de quelque chose ? Un oreiller ?» Léa a reniflé à nouveau. « J'ai la tête chaude. » Maman a posé sa main sur le front de Léa. « Tu es brûlante. » Ce n'était pas vrai.
Thomas, a-t-elle appelé mon père? Léa est malade. Nous devons veiller sur elle. Mon père est sorti et s'est agenouillé près de sa chaise. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Je suis juste resté près de la porte, à regarder. Mon genou avait encore une grosse croûte boursouflée. Je n'avais pas eu de couverture. Je n'avais pas eu de poche de glace ni de câlin. J'avais eu droit à un essuie-tout et une corvée. Léa, pour un simple reniflement, avait obtenu l'attention totale de nos deux parents. C'était toujours comme ça. Quand nous recevions nos bulletins de notes, je ramenais des 18/21-14. Mon père le regardait. Un 14 en histoire, Chloé. Tu sais que tu peux faire mieux. Tu dois t'appliquer. Léa ramenait des 13 et un 11. Mon père lui tapotait la tête. Bon travail, Léa. Je sais que tu fais de gros efforts. Ce 11 en maths est presque un 12. Nous sommes si fiers de tes efforts. Je voulais crier. J'avais eu 5 excellentes notes. J'avais fait de gros efforts, moi aussi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste plié mon bulletin et l'ai mis dans mon sac. J'ai appris très tôt que mon meilleur n'était pas aussi bon que la moyenne de Léa. Mes efforts étaient attendus. Ces efforts étaient un cadeau. C'était dans nos chambres. Nous avions chacune notre chambre. Elles étaient de la même taille, mais la chambre de Léa était parfaite. Ma mère l'avait emmenée faire les magasins. Elles avaient acheté un nouveau cadre de lit blanc, une couette rose et des rideaux assortis. Elles avaient peint les murs en jaune pâle. Mon père lui avait construit une étagère spéciale. Ma chambre avait mon vieux lit, celui que j'avais depuis mes 3 ans. La couette était bleue avec des voitures de dessin animés dessus. J'avais 12 ans. Maman, est-ce que je peux avoir une nouvelle couette? Ai-je demandé. Elle avait l'air occupée. Chloé, celle-ci est parfaitement bien. Elle est chaude, n'est-ce pas? On ne gaspille pas l'argent pour des choses dont on n'a pas besoin. Mais Léa en a eu une nouvelle. Celle de Léa était déchirée, a-t-elle dit. Ce n'était pas vrai. Et le rose était en solde. Ce n'était pas vrai. J'ai peint mes propres murs. J'ai économisé l'argent que je gagnais en tondant les pelouses du quartier et j'ai acheté un pot de peinture grise. Je l'ai fait moi-même. Quand mon père l'a vu, il a froncé les sourcils. Tu as mis de la peinture sur la moquette, Chloé. Il n'a pas dit, bon travail. Il n'a pas dit, c'est joli. Il a juste vu l'erreur. Dans ma famille, j'étais la mauvaise herbe. Léa était la fleur. Une mauvaise herbe est forte. Une mauvaise herbe peut pousser n'importe où, même dans les fissures du trottoir. Personne n'arrose une mauvaise herbe. Personne ne fait l'éloge d'une mauvaise herbe. On s'attend juste à ce qu'elle survive. Une fleur est belle et délicate. Tout le monde protège la fleur. Tout le monde nourrit la fleur. Tout le monde regarde la fleur et sourit. J'ai appris à vivre dans les fissures. J'ai appris à trouver ma propre eau, mais c'était une façon bien solitaire de grandir. J'étais dans le même jardin, mais j'étais toujours seul. Et j'étais fatigué d'être forte. Je voulais juste que quelqu'un voie que je saignais, moi aussi. La mauvaise herbe a continué de pousser. L'ombre s'est allongée. Quand nous avons eu 13 ans, la fête d'anniversaire était entièrement consacrée à Léa. Nous étions jumelles, mais le gâteau disait « Joyeux anniversaire, Léa » en grosses lettres roses. Mon nom était un petit et Chloé serré en bas. Le pâtissier n'avait plus de place, a expliqué maman, sans me regarder. Léa a eu un vélo flambant neuf à 10 vitesses. Il était rouge vif et brillant. Mon père l'a sorti et tout le monde a applaudi. Léa a poussé un cri de joie et l'a serré dans ses bras. Puis mon père a apporté mon cadeau. C'était l'ancien vélo de Léa, celui avec la selle banane et les pompons au guidon. Il l'avait repeint à la bombe argentée. La peinture était encore collante. On l'a arrangé pour toi, a dit papa en souriant comme s'il avait fait quelque chose d'intelligent. Il est comme neuf. J'ai regardé la peinture argentée. Je pouvais voir l'ancienne couleur rose transparaître là où il avait manqué un endroit. J'ai regardé le nouveau vélo rouge de Léa. J'ai regardé à nouveau mon vieil engin collant et repeint. Merci, ai-je murmuré. Ma gorge était serrée. Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé, a demandé maman. Sa voix avait ce ton tranchant. Sois reconnaissante. Certains enfants n'ont même pas de vélo. J'ai hoché la tête.
Je le suis. Merci. Léa a fait du vélo dans tout le quartier. J'ai laissé le vélo argenté dans le garage. Je marchais. Ce schéma nous a suivis tout au long du collège et du lycée. Les règles pour Léa étaient douces, comme des oreillers. Les règles pour moi étaient dures, comme des pierres. Si Léa oubliait ses devoirs, maman lui écrivait un mot. Léa ne se sentait pas bien hier soir. Veuillez l'excuser. Quand j'ai oublié mes devoirs une fois en seconde, j'avais fait un double service au bistrot. J'ai eu droit à un sermon d'1 heure. La discipline, Chloé, a dit mon père, le visage sévère. C'est la clé du succès. Tu n'as aucune discipline. Tu es paresseuse. Tu dois être responsable de tes actes. J'ai travaillé jusqu'à minuit, ai-je dit, la voix basse. C'est une excuse, a-t-il dit. Tu as choisi de travailler. Tu as toujours tes responsabilités à la maison. Tu ne fais pas ta part. J'ai regardé Léa. Elle était sur le canapé en train de se vernir les ongles, regardant la télé. Elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle n'avait pas à faire sa part. On la portait. Au lycée, j'ai simplement arrêté d'essayer de rivaliser. C'était une course que je ne pouvais jamais gagner. Je savais que j'étais seul, alors je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Je travaillais. J'ai trouvé un emploi comme plongeuse dans un bistrot local. Puis je suis devenue serveuse. Je travaillais tous les week-ends. Je travaillais les mardis et jeudis soirs. J'économisais chaque euro. Je le mettais sur un petit compte en banque que mes parents ne connaissaient pas. C'était mon argent. C'était mon échappatoire. Léa vivait une vie différente. Elle allait au centre commercial avec ses amis. Elle rentrait avec des sacs de magasins où je ne pouvais même pas me permettre d'entrer. Maman m'a donné sa carte de crédit, disait-elle en sortant une nouvelle robe. N'est-elle pas parfaite pour la boum? J'étais assise à la table de la cuisine avec mon pantalon de travail noir et mes chaussures antidérapantes, sentant la friture. Je comptais mes pourboires. 18 €. Assez pour 2 manuels scolaires. Tu travailles trop, Chloé, m'a dit Léa un jour. Elle était allongée sur son lit parfait, faisant défiler son téléphone. Tu devrais vivre un peu. Tu as l'air si fatiguée tout le temps. Je dois travailler, Léa, ai-je dit. Pourquoi? Demande juste de l'argent à maman. Elle m'en donne toujours. C'est différent pour moi. Elle a froncé les sourcils, ne comprenant pas. Non, ce n'est pas vrai. Tu es juste bizarre avec l'argent. Tu es comme une petite accumulatrice. C'est étrange. Je n'ai rien dit. Comment pouvais-je expliquer? Comment pouvais-je lui dire que dans notre maison, l'amour avait un prix? Et pour une raison quelconque, je n'en valais pas le coup. Mes parents payaient les vêtements de Léa, son essence, ses cinémas, sa vie. Ils la payaient avec de l'argent, des sourires et du temps. Je payais pour la mienne. Le pire, c'est que je ne pense pas qu'ils essayaient d'être cruels. Pas vraiment. Dans leur esprit, c'était logique. Léa était la fille qui avait besoin d'aide. Elle était celle qui était sociable et pétillante, mais pas aussi concentrée. Elle avait besoin de soutien. J'étais la fille indépendante. J'étais forte. J'étais intelligente. Je trouvais toujours des solutions. Ils disaient ces mots comme si c'était des compliments. Ce n'en était pas. C'étaient des excuses. C'étaient des raisons de me laisser seule. C'étaient les étiquettes qu'ils me collaient pour justifier leur négligence. Ils ne voyaient pas que mon indépendance était une cicatrice. C'était un mur que j'avais construit moi-même. Brique par brique. Chaque fois qu'ils regardaient au-delà de moi pour ne voir qu'elle, j'ai arrêté de demander des choses. J'ai arrêté de demander de l'aide. J'ai arrêté de demander de nouveaux vêtements, qu'on me dépose quelque part ou qu'ils viennent à mes compétitions de débat. C'était plus facile de tout faire moi-même que d'affronter le non silencieux ou le soupir agacé. J'étais assise dans ma chambre grise. Je faisais mes devoirs. J'allais au travail. J'économisais mon argent. Et je regardais ma sœur vivre la vie que j'étais censé partager. Je ne vivais pas seulement dans son ombre. Je vivais dans l'ombre de la fille que mes parents voulaient vraiment. Et cette fille, c'était elle. L'année de terminale était un compte à rebours. J'avais un seul objectif, partir. J'allais aller à l'université et j'allais partir loin.
Léa et moi avons toutes les deux postulé à des universités. J'ai postulé à 10. Tout était dans d'autres régions et tout avait de bons programmes de comptabilité. J'avais une moyenne de 19/20. J'étais mention très bien au bac. J'étais capitaine de l'équipe de débat. Mon CV était rempli. Je l'avais construit avec soin, pièce par pièce, toute seule. Léa a postulé à une seule université, celle de la région, à seulement 40 minutes. C'était la même que celle à laquelle j'avais postulé comme choix de sécurité. Elle avait un programme de commerce correct. Ses notes étaient passables. Elle a été acceptée. Nous avons toutes les deux reçu nos lettres d'admission le même mardi pluvieux. Nous les avons ouvertes à la table de la cuisine. Je suis prise, a crié Léa en agitant sa lettre. Moi aussi, ai-je dit en tenant la mienne. Pendant une seconde, juste un instant, cela semblait égal. Nous crions toutes les deux. Nous allions toutes les deux à l'université. Ma mère a serré Léa dans ses bras. Puis elle s'est tournée et m'a serré dans ses bras aussi. C'était un vrai câlin. Mes filles, toutes les deux à l'université, a-t-elle dit, les yeux humides. Je suis si fier. Thomas, viens voir. Mon père est entré, a lu les lettres et a souri. C'est fantastique. L'université de la région, une excellente fac. J'ai été accepté dans 6 autres universités aussi, ai-je dit en brandissant les autres lettres. Paris, Lyon, Bordeaux. Oh, c'est bien, Chloé, a dit maman, son attention déjà revenue sur Léa. Mais la fac de la région est si proche. Vous pouvez y aller toutes les deux ensemble. Ce sera parfait. Mon cœur s'est serré. Mais j'ai pensé, d'accord, au moins nous serons égales. Nous serons toutes les deux là-bas. Nous serons toutes les deux en première année. Ça pourrait être un nouveau départ. Cette nuit-là, j'ai appris à quel point j'avais tort. Je passais devant la chambre de mes parents pour aller aux toilettes. Leur porte était entr'ouverte. Je les ai entendus parler. J'ai entendu mon nom. Je me suis arrêté. Je sais que je n'aurais pas dû. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Les frais de scolarité pour deux vont être élevés, a dit mon père. Sa voix était basse. Ce n'est pas grave, a dit maman. Nous paierons la totalité des frais de scolarité de Léa. Nous avons les économies pour ça. C'est ce que nous avons toujours prévu. Et Chloé, a demandé mon père. Il y a eu une pause. Un silence long et froid. Puis ma mère a dit les mots qui ont brisé la dernière partie de moi. Chloé est intelligente, Thomas. Elle trouvera une solution. Elle a ce travail. Elle a probablement des économies. Elle en a toujours. Mon père a acquiescé. Tu as raison. Elle est indépendante. Elle est forte. Elle n'a pas besoin d'autant d'aide que Léa. Léa. Léa a besoin de nous. Chloé s'en sortira. Je suis resté là. Je me suis agrippé au cadre de la porte du couloir. Je sentais le bois s'enfoncer dans mes doigts. Je tremblais si fort que je pensais que mes dents allaient claquer. Il ne me faisait pas un compliment. C'était un renvoi. C'était la signature finale d'un contrat que je n'avais jamais accepté. Nous ne prendrons pas soin de toi. Ils savaient que j'avais des économies. Ils savaient que je travaillais. Et ils utilisaient mon dur labeur comme excuse pour ne rien me donner. Ma force était ma punition. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop en colère. J'avais trop froid. Je me sentais vide. Je suis retourné dans ma chambre. Je me suis assise sur mon vieux lit dans ma chambre grise. J'ai regardé la lettre d'admission sur mon bureau. Félicitations, Chloé Dubois. J'avais travaillé si dur. J'avais eu des notes parfaites. J'avais tout fait correctement. J'avais été la fille parfaite, forte et indépendante qu'il voulait que je sois. Et ma récompense était d'être abandonnée. Ma récompense était de les regarder offrir à ma sœur l'avenir que j'avais mérité. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse. J'ai fixé mon reflet dans la fenêtre sombre. Je ne leur demanderai plus jamais d'aide. Je ne leur demanderai plus jamais une seule chose, et je leur montrerai. Je leur montrerai ce que trouver une solution signifie vraiment. Quelques jours plus tard, nous nous sommes tous assis à table. Il était temps de discuter des finances. Les filles, a commencé mon père, l'air mal à l'aise.
Nous avons examiné les coûts et nous voulons être justes. J'ai failli rire. Juste. Nous allons payer tes études, Léa, a dit maman en lui souriant. Léa a applaudi. Oh mon Dieu. Merci. Merci. Puis ma mère s'est tournée vers moi. Son sourire était différent. C'était un petit sourire pincé. Chloé, nous savons à quel point tu es responsable et nous sommes si fiers de tout ce que tu as économisé. Nous pensons qu'il est important que tu apprennes la valeur de l'éducation en y investissant toi-même. Nous t'aiderons si tu as de vrais problèmes, bien sûr. Mais nous savons que ce ne sera pas le cas. Elle faisait passer ça pour une leçon, pour un cadeau, comme s'il faisait ça pour moi. J'ai regardé mon père. Il ne croisait pas mon regard. Il étudiait une tâche sur la nappe. J'ai regardé Léa. Elle textotait déjà ses amis. Mes parents paient mes études. Elle n'a même pas remarqué la différence. Elle n'a même pas vu ce qui venait de se passer. D'accord, ai-je dit. Ma mère a eu l'air surprise. D'accord, c'est tout? Oui, d'accord, vous avez raison, je me suis levée. Je suis responsable. Je suis indépendante. Je paierai moi-même. Oh, Chloé, ma chérie, nous savions que tu comprendrais, a dit maman, soulagée. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Je suis sorti de la pièce. Je suis allé à ma banque. J'ai regardé mon petit compte d'épargne. C'était assez pour le premier semestre. Juste le premier. Ça n'avait pas d'importance. J'étais libre d'eux. Le mensonge était enfin terminé. Le prétexte d'être une famille avec 2 filles avait disparu. Ils avaient une fille. Et puis il y avait moi. L'université a scindé nos vies en deux. La ligne était nette et tranchante. C'était la ligne entre la fille à qui on donnait tout et la fille à qui on ne donnait rien. La vie de Léa était ce que l'on voit dans les films. Mes parents l'ont aidée à s'installer dans sa chambre en résidence universitaire. Elle était lumineuse. Elle était chaleureuse. Elle avait une grande fenêtre. Ma mère lui a acheté un nouvel ordinateur portable et un mini-frigo. Ils ont passé tout un week-end à décorer. Ils ont accroché des photos et des guirlandes lumineuses. Léa a rejoint une association étudiante. Sa page Facebook était pleine de photos de fêtes, de matchs de foot et de nouveaux amis. Ma vie était invisible. J'ai emménagé seul dans un petit appartement sombre hors du campus. C'était le logement le moins cher que j'ai pu trouver. Il y avait de la peinture écaillée, un robinet qui fuyait et des voisins qui criaient. Je n'avais pas de chambre en résidence. Je ne pouvais pas me le permettre. Je n'avais pas de forfait repas à la cantine. J'achetais des nouilles instantanées et des œufs en gros. J'avais mon vieil ordinateur portable du lycée. Il était lent et la touche s'était coincée. Mes parents envoyaient à Léa de l'argent de poche chaque semaine. Ils appelaient ça l'argent du colis. C'était 100 € tous les vendredis, directement sur son compte. Je travaillais. J'ai trouvé un emploi à la bibliothèque du campus. C'était calme, mais ça payait le SMIC. Ce n'était pas assez. Alors, j'ai trouvé un deuxième emploi, serveuse dans un bar du centre-ville. Je travaillais de 18h à 2h du matin les vendredis et samedis. Je rentrais à pied dans le noir, les pieds endoloris, sentant la bière éventée. Je dormais 4 heures, puis j'allais à la bibliothèque pour étudier. J'étais toujours fatigué, d'une fatigue qui s'infiltre jusque dans les os. Elle vivait derrière mes yeux. Quand Léa me voyait sur le campus, c'était comme regarder une visiteuse d'un autre monde. Elle se promenait avec ses amis de l'association, toute riant, portant de beaux vêtements. J'étais dans mon vieux jean et un sweat à capuche, mon lourd sac à dos rempli de manuels que j'avais achetés d'occasion. « Chloé !» criait-elle. « Je ne te vois jamais. Tu as une mine affreuse. Tu es malade ? » « Non, Léa. Je suis juste fatiguée. »« Tu devrais vraiment mieux gérer ton temps, » disait-elle. Ce n'était pas méchant. C'était juste de l'inconscience. Elle n'avait aucune idée. Je suis super occupé aussi, avec tous mes événements de l'assaut, mais je trouve quand même le temps de dormir. Il faut juste établir des priorités. Je me contentais de sourire. Tu as raison. J'essaierai. Chaque fois qu'elle disait quelque chose comme ça me poussait plus fort. Chaque photo qu'elle postait de sa vie universitaire amusante, j'économisais 10 € de plus.
Chaque fois que ma mère m'appelait et demandait « Comment vont les études ?» et que je répondais « Bien » et qu'elle disait « Super ». Oh, devine quoi? On vient d'envoyer de l'argent à Léa pour son voyage de vacances de Pâques, j'allais à la bibliothèque et j'étudiais 1 heure de plus. J'étais alimenté par la colère. C'était un carburant froid et propre. Il brûlait de façon constante. J'étais dans la même filière de commerce qu'elle. Mais nous n'avions jamais de cours ensemble. J'étais dans le cursus de comptabilité avancée. J'étais dans le programme d'excellence. Je suivais 21 crédits. Elle était dans le cursus de marketing standard, suivant le minimum de 12. Elle se plaignait de ses cours. Le professeur Martin est si dur, me textotait-elle. Son cours de 8 heures du matin me tue. J'étais dans ce cours de 8 heures. J'étais aussi dans son cours d'audit avancé de 15 heures. Je corrigeais aussi les copies pour son cours d'introduction de 10 heures pour gagner un peu d'argent. Je n'avais pas d'amis. J'avais des partenaires d'études. Je n'allais pas aux fêtes. J'allais au travail. Je n'avais pas de vacances. J'avais des doubles services. Mais une chose étrange se produisait. Pendant que Léa était soutenue, elle était aussi gérée. Mes parents vérifiaient ses notes. Ils lui disaient quel cours prendre. Ils lui rendaient visite un week-end sur 2, ramenant son linge à la maison et l'emmenant dîner. Elle était toujours leur enfant. Elle était toujours leur fleur parfaite et délicate, gardée dans leur serre. J'étais seul. Je construisais quelque chose de réel. J'échouais par moi-même et je réussissais par moi-même. Je choisissais mes propres cours. J'ai noué des relations avec mes professeurs. Ils ne me voyaient pas comme une gamine. Ils me voyaient comme une adulte. Ils me voyaient comme une collègue. J'étais dans mon appartement un soir. C'était en 2e année. Je mangeais du riz nature. J'avais 42 € sur mon compte en banque. Les frais de scolarité étaient dus dans 3 jours. J'avais demandé des prêts, mais l'un d'eux était retardé. Il me manquait 1500 €. J'ai fixé le mur. Je ne pouvais pas échouer. Je ne pouvais pas abandonner. J'ai pensé à appeler à la maison. J'ai pris le téléphone. J'ai imaginé la conversation. Ma mère soupirait. Oh, Chloé, es-tu sûre de bien gérer ton argent? Léa ne semble jamais avoir ce problème. Mon père serait déçu. Nous pensions que tu étais indépendante, Chloé. Nous pensions que tu avais tout sous contrôle. Je pouvais entendre leur voix si clairement. La déception, le je te l'avais bien dit. Le fardeau. Je leur prouverai qu'ils avaient raison. Que je ne pouvais pas le faire. J'ai reposé le téléphone. J'ai vendu mes manuels du semestre suivant pour obtenir les 1500 €. Je savais que c'était une idée stupide. J'en aurais besoin plus tard, mais je ne les appellerai pas. Je préférerais échouer selon mes propres termes que de réussir selon les leurs. J'ai payé les frais de scolarité à 23h58. 2 minutes avant la date limite. Je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté là à fixer le plafond, le son du robinet qui goutte marquant le temps. Goutte, goutte, goutte. C'était le son de mon indépendance. C'était froid. C'était solitaire. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais c'était à moi. Je construisais ma propre maison. Même si ce n'était qu'une petite pièce froide avec de la peinture écaillée, c'était entièrement à moi. La 2e année s'est fondue dans la 3e. J'avais survécu, mais je ne vivais pas. J'étais un fantôme qui allait en cours. Le problème d'argent n'était pas une crise ponctuelle. C'était un monstre qui vivait dans ma chambre. Il était toujours là. Les frais de scolarité ont augmenté de 4%. Le prix de mes manuels d'occasion a augmenté. Le loyer de mon appartement froid a augmenté. Je travaillais à la bibliothèque. Je servais au bar, mais le bar a réduit mes heures. Ils ont embauché une nouvelle fille, quelqu'un qui souriait plus. J'étais si fatigué. J'avais oublié comment sourire. J'étais à court d'options. Je vendais mon plasma 2 fois par semaine pour 50 €. Je mangeais un repas par jour. C'était généralement un sachet de riz bouilli. Je me disais que ça allait. J'étais forte. Je pouvais trouver une solution. Mais j'avais tellement faim. J'étais tellement fatigué. Un soir,
Je rentrais de la bibliothèque. C'était l'hiver. Il neigeait et la neige se transformait en gadoue grise. Mes chaussures avaient un trou dans la semelle gauche. Ma chaussette était trempée et mon pied était engourdi. J'ai vu une fille d'un de mes cours monter dans sa nouvelle voiture. C'était une belle voiture rouge. Elle riait avec ses amis. Je suis juste resté là sur le trottoir, mon pied gelé, et je l'ai regardé s'éloigner. Je suis rentré à mon appartement. Je me suis assise sur mon lit. Je n'ai même pas enlevé mon manteau mouillé. J'ai regardé mon compte en banque sur mon téléphone. J'avais 112 €. Une nouvelle facture de frais de scolarité était due dans 2 semaines. Il me manquait 1500 €. C'était impossible. J'avais vendu tous les manuels que je pouvais. Je n'avais plus de plasma à vendre avant une semaine. Je n'avais plus d'heures de travail. J'allais être renvoyé de l'université après tout ça. Après le travail, la faim, le froid, j'allais échouer parce qu'il me manquait 1500 €. J'ai repensé à ma promesse. Je ne leur demanderai plus jamais d'aide. Je suis resté assise là pendant 1 heure, la chaussette froide et humide s'imprégnant dans ma peau. Ma fierté était un gros rocher lourd, mais la peur était un raz-de-marée. La vague était sur le point de s'écraser. Je devais le faire. J'avais un dernier petit espoir stupide. Peut-être qu'ils aideraient si c'était une véritable urgence. Peut-être qu'ils voulaient juste que j'essaie d'abord. Peut-être que si je suppliais. Mes mains tremblaient. J'ai composé le numéro de la maison. Ma mère, Karine, a répondu. Elle avait l'air heureuse, enjouée. Chloé, quelle surprise. On n'a jamais de tes nouvelles. Tu es comme ton père, toujours si occupé. Salut maman. Ma voix était petite. On aurait dit la voix d'une petite fille. Je la détestais. Comment vont les études? Tu as de bonnes notes? Léa réussit si bien. Elle a eu un 15 à son partiel de marketing. Nous sommes si fiers d'elle. Nous pensons lui acheter une nouvelle voiture. Une voiture sûre, tu sais. J'ai fermé les yeux. Une nouvelle voiture. Maman, ai-je dit, et ma voix s'est brisée. Maman, j'ai des problèmes. Son ton a changé. C'était instantané. La brise avait disparu. Maintenant, c'était de la glace. Quel genre de problème, Chloé? Tu te drogues? Tu es enceinte? Non. Non, maman. Ce sont les frais de scolarité. J'avais tellement honte. Je me sentais mal. La facture est due. Il me manque de l'argent. Il me manque 1500 €. J'ai perdu quelques heures à mon travail. J'ai juste besoin d'un prêt. Je te rembourserai. Je paierai des intérêts. Je ne peux tout simplement pas payer. Je vais être renvoyé de mes cours. Il y a eu un long silence. Je pouvais entendre la télé en arrière-plan chez elle. Un jeu télévisé. Les gens riaient. Chloé, dit-elle, et sa voix était si fatiguée. C'était la voix « Tu es un problème. Je ne comprends pas. Tu as un travail. Tu as 2 emplois. Où va tout ton argent? Tu dois apprendre à gérer ton budget. Je gère mon budget, maman. J'ai un tableur. Je n'achète rien. Je n'ai juste pas l'argent. Ce n'est pas assez. S'il te plaît. L'argent est serré, Chloé, a-t-elle dit. Une nouvelle voiture pour Léa. Le mensonge était si facile pour elle. Je demande juste un prêt, ai-je murmuré. Je suppliais maintenant. Je me détestais. S'il te plaît, maman. Je vais être renvoyé. Puis elle a soupiré. C'était un soupir d'agacement pur, comme si je lui avais demandé de me conduire au centre commercial. Chloé, nous en avons parlé. Nous payons déjà pour Léa. Elle est notre responsabilité. Nous devons la soutenir. Je suis ta fille aussi. Les mots m'ont échappé. Oui, dit-elle. Sa voix était soudainement très calme, très claire. Et nous t'aimons. Mais tu es forte. Tu es indépendante. Léa ne l'est pas. C'est comme ça. Donc, vous ne m'aiderez pas? Tu dois apprendre à te débrouiller seule, Chloé. C'est la vraie vie. Je ne pouvais plus parler.
Ma gorge était nouée. Puis elle l'a dit. La phrase qui a coupé le dernier fil. Les mots que je n'oublierai jamais. Nous avons déjà payé pour Léa, dit-elle nonchalamment. Elle le méritait. Pas toi. Le monde s'est arrêté. Pas toi. Elle ne l'a pas crié. Elle l'a dit comme si elle parlait de la météo, comme si c'était un simple fait. Léa le méritait. Moi, non. Je n'ai rien dit. Qui avait-il à dire? Elle avait raison. Je ne le méritais pas. Je ne méritais pas une mère. Je ne méritais pas une famille. Je n'étais pas digne d'aide. Chloé, tu es toujours là. J'étais là, mais je n'y étais plus. Tu trouveras une solution, Chloé, dit-elle, sa voix un peu plus enjouée maintenant. Elle avait résolu le problème. Elle m'avait donné sa réponse. Tu y arrives toujours. Clic, elle a raccroché. Je suis resté assise sur mon lit. J'étais toujours dans mon manteau mouillé. Mon pied était engourdi. Mon cœur était engourdi. Je n'ai pas pleuré. Pleurer, c'est pour les gens qui ont de l'espoir. Pleurer, c'est pour les gens qui sont blessés. Je n'étais pas blessé. J'étais fini. La dernière petite partie de moi qui était une enfant, la partie qui attendait qu'il me voie, est morte lors de cet appel téléphonique. C'était fini. Je n'étais plus leur fille. Je n'étais pas une sœur. Je ne faisais pas partie de leur famille. J'étais juste Chloé. Et j'étais complètement et définitivement seul. Un sentiment étrange m'a envahi. C'était froid, mais c'était aussi très, très clair. Je ne serais pas renvoyé. Je n'échouerais pas. Je trouverais une solution. Pas pour eux. Pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais juste pour moi. Parce que je n'avais que moi. J'ai enlevé ma chaussure et ma chaussette mouillée. J'ai mis une paire sèche. J'ai pris mon sac. Je suis retourné dans la neige. Retour à la bibliothèque. Je suis allé à la salle informatique ouverte 24h24. J'ai trouvé le site web pour les prêts universitaires d'urgence. Le taux d'intérêt était terrible. Je m'en fichais. J'ai signé les papiers. Je serais endetté, mais je serais à l'université. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être leur victime. J'ai cessé d'être leur fille. J'ai juste commencé à être moi-même. J'ai obtenu le prêt d'urgence. Les 1500 € ont été versés sur mon compte et j'ai payé les frais de scolarité. Le soulagement a duré environ 10 secondes. Puis le nouveau poids s'est abattu sur moi. J'étais maintenant endetté, une vraie dette avec un taux d'intérêt élevé en plus de tout le reste. Je devais travailler plus. Je ne pouvais pas être juste un fantôme. Je devais être une machine. Je suis allé au bureau des emplois étudiants. J'ai besoin d'un autre travail, ai-je dit. N'importe quoi. La femme a regardé mon emploi du temps. Vous travaillez déjà 25 heures par semaine et vous suivez 21 crédits, en programme d'excellence. J'ai besoin d'un autre travail, ai-je répété. Elle en a trouvé un. Nettoyer les salles de classe dans le bâtiment de commerce. Le service était de 5h à 7h30, avant mon cours de 8h. Mes journées sont donc devenues un flou. 4h30, réveil. 5h et 7h30, passer la serpillière, vider les poubelles, nettoyer les bureaux. 8h et 14h, cours. 14h et 18h, service à la bibliothèque. 18h et 20h, études. 20h, minuit, serveuse les jours où je travaillais. Minuit 30, rentrer à pied, dormir. Je faisais ça tous les jours. Je n'étais pas une personne. J'étais un emploi du temps. J'étais une machine faite de café et de peur. J'étais dans mon cours d'audit avancé. C'était le cours le plus difficile de ma spécialité. Le professeur était le docteur Michel Dubois. Il était brillant et il était dur. Il ne tolérait pas les imbéciles. J'adorais son cours. C'était la seule partie de ma journée où mon cerveau se sentait vivant. Un après-midi, j'étais à la bibliothèque. J'étais censé réviser pour le partiel du docteur Dubois, mais je n'avais pas dormi depuis 2 jours. J'étais juste assise à un bureau au fond. J'ai posé ma tête sur le manuel ouvert. Juste pour 1 minute. Je me suis réveillé au son d'une voix d'homme. Mademoiselle Dubois. J'ai sursauté. J'avais la bouche sèche.
Le docteur Dubois était là. J'étais si embarrassé. Mon visage est devenu rouge vif. Je suis désolé, professeur. J'étais juste en train de réviser. Il m'a regardé. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient concernés. Il a regardé mon manuel. Il a regardé mes notes, qui étaient parfaites. Puis il m'a regardé. Vous ressemblez à un fantôme, Chloé, a-t-il dit. Il a utilisé mon prénom. Il n'utilisait jamais les prénoms. Je vais bien, monsieur. Juste fatigué. Vous êtes la meilleure étudiante de ma classe, a-t-il dit. Vous êtes probablement la meilleure étudiante que j'ai eue en 10 ans. Mais vous dormez sur votre manuel à 15 heures. Je ne savais pas quoi dire. J'ai beaucoup de travail. Il s'est assis sur la chaise en face de moi. Je vous vois tous les matins, vous savez. J'arrive ici à 7 heures. Je vous vois nettoyer les salles de classe. C'est votre 3e travail, n'est-ce pas? J'ai juste hoché la tête. Je me sentais exposé. Vous avez du cran, Dubois, a-t-il dit. J'admire ça, mais le cran seul vous tuera. Vous vous épuisez. Je n'ai pas le choix, monsieur. Il est resté silencieux un instant. J'ai besoin d'un assistant de recherche, a-t-il dit. Je travaille sur un article sur la jury-comptabilité. Ce n'est pas corriger des copies. C'est du vrai travail. C'est analyser des données. C'est difficile. D'accord, ai-je dit. C'est moins payé que votre travail au bar. C'est seulement 10 heures par semaine, mais c'est une allocation. Et c'est dans votre domaine. Ça fera bien sur votre CV. Je le prends, ai-je dit. Je pensais bien, a-t-il dit. Quittez le travail de nettoyage et quittez le bar si vous pouvez. Ce sera suffisant avec la bibliothèque. Concentrez-vous juste sur ça et vos cours. Arrêtez d'essayer de nettoyer le monde. Je l'ai regardé. Pourquoi moi? Parce que, a-t-il dit en se levant, je ne veux pas voir un esprit comme le vôtre gâché parce que vous étiez trop fatigué pour l'utiliser. C'était l'étincelle. J'ai quitté le travail de nettoyage. J'ai quitté le bar. J'étais plus pauvre, mais je dormais. Je dormais 6 heures par nuit. C'était comme des vacances. Je travaillais pour le docteur Dubois. C'était incroyable. Il me traitait comme une collègue. Il me demandait mon avis. Il valorisait mon travail. Pour la première fois, quelqu'un me soutenait, non pas avec de l'argent, mais avec du respect. C'était mieux que de l'argent. J'étais dans son bureau 3 mois plus tard. Nous passions en revue des données. Un email est arrivé sur mon bureau aujourd'hui, a-t-il dit, sans lever les yeux. C'est pour la bourse nationale de la Fondation Alexandre Martin. C'est pour les étudiants très performants avec des difficultés financières importantes. Des étudiants qui paient leurs propres études sans soutien familial. Il m'a regardé. Je n'ai jamais recommandé d'étudiants pour ça avant, a-t-il dit. La paperasse est énorme. Oh, ai-je dit. C'est une grosse affaire. La date limite est dans 2 semaines. Je pense que vous devriez postuler, Chloé. Je pense que vous la gagneriez. Je ne sais pas, docteur Dubois. Je ne suis pas vraiment. Vous êtes exactement la personne pour qui c'est fait, a-t-il dit. Sa voix était ferme. Ne soyez pas modeste. C'est une perte de temps. Rentrez chez vous et écrivez la dissertation. Alors, je l'ai fait. La dissertation était la partie la plus difficile. Le sujet était simple, décrivez les défis personnels ou financiers que vous avez surmontés pour poursuivre vos études. J'ai dû tout écrire. Je ne l'ai pas écrit avec colère. Je l'ai écrit avec des faits simples et directs. Ma sœur jumelle et moi fréquentons la même université. Mes parents paient la totalité de ses frais de scolarité, son logement et ses dépenses. Ils ne paient pas les miens. J'ai eu 3 emplois pour payer mes propres frais de scolarité. J'ai contracté des prêts d'urgence. Quand j'ai demandé de l'aide, on m'a dit que ma sœur le méritait, et pas moi. J'ai retranscrit l'appel téléphonique. J'ai écrit sur le vélo repeint. J'ai écrit sur le travail de nettoyage à 5 heures du matin. J'ai mis toute ma vie silencieuse et douloureuse sur 2 pages. Je l'ai donnée au docteur Dubois pour qu'il la lise. Il l'a lu en silence. Il n'a pas dit, c'est terrible. Il n'a pas dit, je suis vraiment désolé.
Il a juste levé les yeux vers moi et a hoché la tête. Ça ira, a-t-il dit. Nous l'avons envoyé. J'ai oublié. J'étais trop occupé avec les examens. 3 mois plus tard, un email est arrivé dans ma boîte de réception. L'objet était « Décision de la Fondation Alexandre Martin ». Mon cœur s'est arrêté. J'ai cliqué. Chère mademoiselle Dubois, félicitations. Après examen de milliers de candidatures, le Conseil vous a sélectionné comme l'une des 5 lauréates nationales de la Bourse nationale Alexandre Martin. Vous recevrez une bourse complète pour le reste de vos frais de scolarité, une allocation pour vos frais de subsistance, et nous rembourserons vos prêts étudiants en cours. Je l'ai lu 3 fois. Bourse complète. Remboursement de vos prêts. Allocation. C'était fini. Le combat était terminé. J'avais gagné. Je suis resté immobile dans mon petit appartement pendant 1 minute entière. Le robinet qui goutte dans la cuisine était le seul son. Puis j'ai posé ma tête sur mon bureau et pour la première fois depuis mes 6 ans, j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère. C'était du soulagement. Je l'ai murmuré à la pièce vide. J'ai réussi. La bourse a tout changé. Ma dernière année a été une vie différente. Je n'étais plus Chloé le fantôme. J'étais Chloé la boursière. J'ai quitté mon travail à la bibliothèque. J'ai quitté mon travail de serveuse. J'avais l'allocation. J'avais mon poste de recherche avec le docteur Dubois. Pour la première fois, j'allais juste à l'école. J'avais le temps d'étudier. J'avais le temps de dormir. J'ai même eu le temps de rejoindre l'association d'excellence en comptabilité. J'en suis devenue la présidente. Je recevais des offres d'emploi. De grands cabinets de Paris et de Lyon me faisaient venir pour des entretiens. Moi, qui avais des trous dans mes chaussures, je prenais maintenant l'avion, je séjournais dans de beaux hôtels et je mangeais dans des dîners chics. C'était comme un rêve. J'ai excellé dans tous mes cours. J'étais en passe de devenir major de promotion de l'école de commerce. J'avais une moyenne parfaite de 20/20. Léa était Léa. Elle se laissait toujours porter. Elle stressait pour obtenir son diplôme avec mention assez bien, ce qui nécessitait un 14. Elle était à 13,8. Elle m'a appelé, agacé. Tu peux croire que le professeur Martin ne veut pas arrondir ma note? C'est tellement injuste. J'ai juste dit, c'est dommage, Léa. Puis la remise des diplômes a été planifiée. 2 semaines avant la cérémonie, j'ai reçu une invitation officielle. Le bureau du doyen organisait une cérémonie de remise de prix spéciale juste avant la remise des diplômes principales. C'était pour les grands donateurs, le corps professoral et les lauréats des prix majeurs. La Fondation Alexandre Martin était un présentateur principal. Je devais inviter ma famille. C'était le moment. C'était la fin de l'histoire. J'ai appelé à la maison. Maman a répondu, joyeuse comme toujours. Chloé, nous sommes si excités pour la remise des diplômes. Nous avons déjà réservé notre hôtel. Et devine quoi? Nous emmenons Léa en Europe comme cadeau de fin d'études. 1 mois entier. Elle l'a bien mérité. Elle a travaillé si dur. J'ai souri. Les mots ne me faisaient même plus mal. C'était juste des mots. C'est super, maman. Écoute, la cérémonie de remise des diplômes commence à midi. Mais il y a un petit événement avant. Un truc pré-cérémonie à 10h. C'est dans le grand amphithéâtre. Vous devriez venir à ça aussi. Oh, qu'est-ce que c'est, ma chérie? Juste un petit événement de remise de prix, ai-je dit. Je ne mentais pas. Je ne lui disais juste pas toute la vérité. Ils remettent quelques prix de département. Ce sera peut-être ennuyeux, mais je dois y être. Oh, eh bien, si tu dois y être, nous y serons. Au premier rang, a-t-elle dit. Je veux avoir une bonne photo de toi et Léa dans vos toches. D'accord, maman. On se voit là-bas. Le jour est arrivé. C'était une matinée de mai lumineuse et chaude. J'ai mis ma toge noire. J'ai mis ma toque sur ma tête. Je me suis regardé dans le miroir. Je ressemblais à tous les autres étudiants, mais je ne me sentais pas comme eux. Je me sentais calme. Je suis allé à l'amphithéâtre. J'ai vu ma famille. Ils étaient déjà là, comme elle l'avait promis. Au premier rang. Ma mère, Karine,
portait une robe bleu vif et des perles. Mon père, Thomas, était dans son plus beau costume bleu marine. Léa tenait son téléphone, prenant des selfies avec sa toque et sa toge. Elle m'a fait un signe de la main, souriante. « Chloé, par ici. »« On t'a gardé une place », a appelé Léa. « Je ne peux pas », ai-je dit en montrant la section réservée. « Je dois m'asseoir devant. »« Oh, les honneurs », a murmuré ma mère assez fort pour que tout le monde entende. « Regarde, Thomas, elle est au premier rang. » Ils avaient l'air si fiers, si heureux, comme s'ils avaient fait ça, comme si j'étais leur produit. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Je me suis assise. Le docteur Dubois était sur scène. Il a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête respectueux. Les lumières se sont éteintes. Le doyen, le docteur Marchand, s'est approché du podium. « Bonjour », a-t-il dit. « Nous sommes ici pour célébrer l'excellence. Nous avons de nombreux étudiants brillants ici, mais aujourd'hui, nous honorons quelques-uns qui sont vraiment exceptionnels. » Mes parents souriaient, applaudissant poliment. « Notre première présentation, » a dit le doyen, « est l'un des plus grands honneurs de notre université. La bourse nationale Alexandre Martin est l'une des récompenses les plus prestigieuses et généreuses du pays. Elle n'est décernée qu'à 5 étudiants de premier cycle dans toute la nation. » J'ai vu ma mère chuchoter à mon père. Elle avait l'air impressionnée. Le doyen a continué, « Ce prix ne reconnaît pas seulement une excellente moyenne. Il reconnaît la résilience. Il reconnaît l'indépendance. Il est décerné aux étudiants qui ont atteint l'excellence tout en faisant face à de profonds défis personnels et financiers. » Je regardais ma famille. Je ne regardais pas le doyen. Le sourire de ma mère est devenu un peu plus petit. Elle applaudissait toujours, mais plus lentement. « La lauréate de cette année, » a dit le doyen, sa voix résonnant, est un véritable exemple de cet esprit. Cette étudiante est arrivée à notre université avec un dossier académique parfait, et elle a maintenu ce dossier parfait, obtenant aujourd'hui son diplôme avec une moyenne de 20/20. Mon père a regardé ma mère. Son sourire avait disparu. Il avait l'air confus. Elle a fait cela, a dit le doyen, et sa voix est devenue très sérieuse, tout en occupant plusieurs emplois pour financer la totalité de ses études. Elle a fait cela sans aucun soutien financier de sa famille. C'était ça. Le son du hoquet de surprise de ma mère était si faible, mais je l'ai entendu. La couleur a quitté son visage. Ses mains, qui étaient levées pour applaudir, se sont juste figées en l'air. Elle est devenue blême. La bouche de mon père s'est ouverte. On aurait dit qu'il venait de se prendre une gifle. Il me regardait, puis le doyen, puis moi. Léa. Elle avait son appareil photo levé, mais il tremblait. Sa main tremblait. Elle l'a baissé. Son visage lumineux et heureux n'était plus qu'un masque de confusion d'un blanc pur. Cette étudiante a montré un niveau de courage et de caractère que nous voyons rarement, a dit le doyen. C'est un grand honneur pour moi de demander à Chloé Dubois de monter sur scène. Les applaudissements ont été comme un coup de tonnerre. Tout le corps professoral, tous mes professeurs, se sont tous levés. Tout l'amphithéâtre applaudissait. Je me suis levé. Ma toge était simple. Mon visage était calme. J'ai monté les marches de la scène. J'ai serré la main du doyen. Il m'a donné le grand prix encadré. Je me suis retourné. Je me tenais sur scène, tenant le prix. J'ai regardé directement le premier rang. J'ai regardé le visage pâle et horrifié de ma mère. J'ai regardé les yeux choqués et vides de mon père. J'ai regardé Léa, qui avait l'air sur le point d'être malade. Ils étaient exposés devant tout le monde, devant tous leurs amis, leur père, les autres parents. L'histoire qu'ils racontaient à tout le monde, nous avons 2 merveilleuses filles à l'université, était un mensonge. Le doyen venait de dire la vérité au monde entier. J'ai tenu le prix. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. Je les ai juste regardés. J'ai regardé leurs photos de famille parfaite se briser en 1 million de morceaux. J'ai dû rester sur scène pour le reste des remises de prix. Après être retourné à ma place, j'ai dû assister à toute la cérémonie de remise des diplômes. Mon nom a été appelé avec mention très bien. Ma famille a applaudi. C'était un son faible et minuscule, comme des ailes d'oiseau. Le nom de Léa a été appelé avec mention assez bien. Elle l'avait fait. Elle avait eu son 14. Mes parents se sont levés et ont acclamé.
Ça sonnait fort et faux. Ça sonnait désespéré. Quand tout fut terminé, la foule a inondé la pelouse principale. Les gens s'embrassaient, pleuraient, prenaient des photos. C'était une mer de toges noires et de familles heureuses. J'étais avec le docteur Dubois. Il me félicitait. Les grands cabinets vont se battre pour vous maintenant, Dubois. Bravo. Merci, monsieur, pour tout. Chloé. J'ai entendu la voix de ma mère. Elle était aiguë. Elle était trop enjouée. Je me suis retourné. Ils marchaient tous les trois vers moi. Ma famille. Ma mère, Karine, est arrivée la première. Elle m'a attrapé le bras et m'a serré dans ses bras. C'était raide, comme étreindre une planche. Son visage était un masque de joie étiré. Chloé, ma chérie, félicitations, a-t-elle dit, sa voix trop forte. Nous n'en avions aucune idée. Une bourse nationale. C'est juste. C'est merveilleux. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était si important? Je l'ai regardé. Ses yeux souriaient, mais sa bouche était une ligne serrée. Elle était terrifiée. Elle était embarrassée. Je vous ai dit qu'il y avait un événement, maman, ai-je dit. Ma voix était calme. Tranquille? Eh bien, oui, a-t-elle balbutié. Mais tout ça. Ce que le doyen a dit sans soutien familial, c'était si théâtral. Ce n'est pas vrai. Nous avons toujours été là pour toi. Nous t'avons soutenu émotionnellement. Nous t'encouragions. Elle essayait de réparer les choses. Elle essayait de réécrire l'histoire, là, sur la pelouse. Je l'ai regardée. Je ne ressentais pas de colère. Je me sentais juste fatigué. Je sais, ai-je dit très doucement. Vous ne seriez pas venu sinon. Son sourire n'a pas seulement vacillé. Il est tombé de son visage. Ne dis pas ça, Chloé, a-t-elle murmuré. Sa voix était maintenant tranchante. C'est une chose cruelle à dire. Après tout ce que nous avons fait. Tout ce que vous avez fait, ai-je demandé. Mon père, Thomas, s'est avancé. Il avait l'air affreux. Il avait l'air honteux. Il n'était pas en colère comme maman. Il était brisé. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Il regardait mes chaussures. Chloé, a-t-il marmonné. Nous pensions juste que tu étais forte. Nous avons toujours dit ça. Tu es la forte. Tu es indépendante. Il a levé les yeux, son regard suppliant. Nous ne voulions pas te retenir. Nous ne voulions pas te gêner. C'était son excuse. Celle qu'ils avaient utilisée toute ma vie. Elle sonnait si faible, si stupide, ici, au soleil. Me retenir? Ai-je demandé. En m'aidant? En payant mes études comme vous l'avez fait pour Léa? Ce n'est pas la même chose, Chloé, a-t-il dit en secouant la tête. Tu le sais bien. Léa. Elle n'est pas comme toi. Elle avait plus besoin de nous. Et moi non, ai-je demandé. Ma voix était toujours calme. Elle ne tremblait pas, j'étais une enfant. J'avais besoin d'un père, moi aussi. Il n'avait pas de réponse. Il a juste regardé le sol. Il n'avait rien. Puis Léa a parlé. Elle se cachait derrière mon père. Sa voix était un tout petit murmure. Je ne savais pas que c'était si grave, Chloé. Je me suis tourné pour regarder ma jumelle. Ma sœur. Ses yeux étaient rouges. Tu avais toujours l'air d'aller bien, a-t-elle murmuré. Tu étais juste toujours occupé. Je ne savais pas, je l'ai regardé. La fille qui avait vécu dans la chambre à côté de la mienne. La fille qui avait eu le nouveau vélo. La fille qui avait eu l'argent de poche. Tu n'as jamais demandé, Léa, ai-je dit. Ce n'était pas une accusation. C'était un fait. Tu n'as jamais demandé pourquoi. Elle a tressailli. Elle a baissé les yeux. Je pensais que tu étais juste, tu sais, bizarre avec l'argent. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Et c'était tout. Ils se tenaient là tous les trois, ma mère en colère et exposée. Mon père, brisé et honteux. Ma sœur, inconsciente et en pleurs. Toute l'histoire de mon enfance était là, sur l'herbe. Je les ai regardés.
La colère que j'avais portée pendant 20 ans, elle avait tout simplement disparu. Elle s'était consumée. Je n'étais pas rempli de rage. Je n'étais pas rempli de tristesse. J'étais juste vide. J'étais libre. Je dois y aller, ai-je dit. Il y a une réception. Chloé, attends, a dit ma mère en tendant la main vers moi. J'ai reculé. Je dois y aller. Je me suis retourné. Je les ai laissés là, debout sur la pelouse. Je me suis éloigné d'eux. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché vers le docteur Dubois qui attendait. J'ai marché vers le doyen. J'ai marché vers les gens des cabinets de recrutement. Je me sentais si légère. Le poids de leur négligence, le fardeau de leur favoritisme. C'était leur problème maintenant. Je l'avais déposé. J'avais fini de le porter. Je m'éloignais. Et je n'étais plus leur fille. J'étais juste Chloé. La réception avait lieu dans le bureau privé du doyen. C'était calme. Il y avait du vin et du fromage cher. C'était pour le corps professoral et les grands lauréats. Je suis entré et c'était comme entrer dans une nouvelle vie. Une femme en tailleur élégant est venue directement vers moi. Mademoiselle Dubois, je suis Sarah du cabinet Martin et Associés. Nous nous sommes rencontrés lors de votre entretien à Paris. C'est un plaisir de vous revoir, ai-je dit en lui serrant la main. C'était un discours incroyable que le doyen a fait sur vous, a-t-elle dit. Sa voix était chaleureuse, mais ses yeux étaient vifs. Votre CV est impressionnant, mais c'est votre caractère qui nous a convaincus. Nous aimons embaucher des gens qui ont du cran. Elle n'a pas perdu de temps. Nous vous offrons officiellement le poste d'analyste dans notre bureau de Paris. Le salaire est dans ce dossier. Il y a aussi une prime à la signature importante. Nous couvrirons l'intégralité de votre déménagement. Elle m'a tendu un dossier en papier cartonné épais. Je l'ai ouvert. J'ai regardé le chiffre. Le salaire de départ était supérieur à ce que mon père gagnait en un an. La prime à la signature était suffisante pour payer la totalité de mon premier an de loyer, même à Paris. J'ai levé les yeux vers elle. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je n'ai pas souri. J'ai juste hoché la tête. Merci, ai-je dit. J'accepte. Merveilleux, a-t-elle dit en souriant. Bienvenue au cabinet. Nous commençons en juillet. Elle est allée parler à un professeur. Je suis resté près de la fenêtre, tenant le dossier. J'ai regardé la pelouse 2 étages plus bas. Je pouvais les voir, ma famille. Ils étaient toujours là, debout près d'un arbre. Ils n'avaient pas bougé. Ils étaient trop loin pour voir leur visage, mais je pouvais voir leur corps. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air perdus. Ils attendaient là, pour moi. Ils attendaient que je redescende pour que nous puissions tous aller dîner et prétendre que cela ne s'était jamais produit, pour que nous puissions redevenir la famille parfaite avec les pulls assortis. Mais je ne descendais pas. Plus tard dans la soirée, j'étais de retour dans mon appartement vide et sombre. Je faisais mes valises. Ça n'a pas pris longtemps. J'avais une boîte de manuels et une vieille valise de vêtements. C'était tout. C'était toute ma vie. Mon téléphone a vibré. Il était par terre. C'était un texto de ma mère. Chloé, on est à la voiture. Tu viens dîner? On veut fêter ça. Fêter ça? Le mot semblait si étrange. Il voulait arranger les choses. Il voulait m'emmener au restaurant, m'acheter un steak et faire disparaître tout ça. Une seconde plus tard, un autre texto de mon père. Nous sommes fiers de toi. Parlons-en plus tard. J'ai regardé les 2 messages. On veut fêter ça. Nous sommes fiers de toi. Ils n'avaient toujours pas compris. Ils pensaient que leur fierté était une récompense. Ils pensaient que leur approbation était quelque chose dont j'avais encore besoin. J'ai pris le téléphone. J'ai tapé une seule réponse. Je l'ai envoyée à tous les 2. Merci. Je suis occupé. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai mis dans mon sac. Pour la première fois de ma vie, je le pensais. J'étais occupé. J'étais occupé à faire mes valises pour ma nouvelle vie. J'ai quitté la ville le lendemain matin. Je ne suis pas rentré à la maison pour dire au revoir. Il n'y avait rien à dire. Mais j'ai fait une dernière chose. J'ai pris la lettre officielle de la Fondation Alexandre Martin.
Celle qui était imprimée sur du papier cartonné couleur crème. Celle qui détaillait la bourse, l'allocation et la raison pour laquelle elle était donnée, pour les étudiants qui ont atteint l'excellence sans soutien familial. Je l'ai mise dans une enveloppe blanche ordinaire. J'ai mis un timbre. Je l'ai postée à la maison de mes parents. Pas de mots, pas de lettres, pas de « je vous l'avais bien dit ». Juste la preuve, juste les faits. Laissez-les l'accrocher à leur mur. Mon nouvel appartement à Paris était minuscule. Il était au 14e étage. Il avait un petit balcon, juste assez grand pour une personne. Ma première nuit, je suis resté là. Je n'étais pas habitué au bruit. La ville était si bruyante. Des klaxons, des sirènes, des gens qui criaient. Mais dans ma tête, c'était calme. Pour la première fois, c'était silencieux. J'ai regardé l'horizon. 1 million de fenêtres, 1 millier de lumières. Elles brillaient comme 1 millier de victoires silencieuses. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête. Les mots de cet appel téléphonique. Les mots qui ont failli me briser, mais qui, au lieu de cela, m'ont construite. Elle le méritait. Pas toi. J'ai regardé la ville. Ma ville. J'ai regardé les lumières. Mes lumières. J'ai souri. C'était un petit sourire, et il était entièrement à moi.